Bonjour à tous, je suis Mélanie Carter, directrice régionale à EDC. Je suis ici avec votre animatrice, Marie-Josée Richer, puis ensemble, on est ravis de vous présenter le dernier épisode de la première saison de l'impact de l'exportation balado. La première saison a été une aventure vraiment incroyable avec des conversations fascinantes avec des exportateurs canadiens dont les points de vue sont vraiment uniques. Puis on va faire une perspective qui est indispensable sur la position du Canada en matière de commerce mondial. Cet épisode, il va être un petit peu différent de ce à quoi vous êtes habitués, chers auditeurs. On a pensé qu'il serait amusant de revenir sur certains moments forts de la première saison et sur les raisons pour lesquelles ces invités ou ces moments ont eu un impact. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode à partir du siège social d'EDC, qui est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones, où que nous soyons, et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Alors Marie-Josée, bienvenue à ce dernier épisode de la première saison. Tu as fait tellement de belles rencontres, ça a dû vraiment être difficile de choisir une petite poignée de moments forts. Ah oui, merci de m'accueillir. C'est drôle de se retrouver de l'autre côté. Ça a été effectivement de très, très belles rencontres. J'ai beaucoup appris, des rencontres intéressantes, des rencontres formatrices. Puis j'espère vraiment que les auditeurs là, en ont tiré quelques conseils, quelques bijoux là, à mettre dans leur sacoche, à mettre dans leur boîte à outils pour activer dans le fond dans leur entreprise. C'est super. Écoute, on rentre dedans. Donc, plusieurs thèmes, évidemment, ont été abordés au fil de ces conversations-là. Écoute, qu'est-ce que tu as retenu? Puis, peut-être on va aborder un premier thème là, en écoutant un premier extrait. Pour nous, l'innovation, on peut pas s'imaginer sans l'innovation. Là, ça coule dans nos veines. On le fait au quotidien. C'est presque 250 personnes, un peu plus de 250 personnes en fait mondialement. On a plusieurs centres d'innovation. Ici au Canada, en Europe, c'est un budget de près d'une 30aine de millions par année chez Premier Tech. Il y a l'innovation en produits, il y a l'innovation en services, donc dans nos offres, qu'on va aller déployer aux clients, mais l'innovation pour nous aussi, c'est faut innover dans tout. Il faut innover dans comment on commercialise les produits. Il faut innover dans comment on fait notre comptabilité. Il faut innover dans comment on attire le talent. Donc, l'innovation au sens très, très large et vraiment au cœur de nos valeurs, au cœur je dirais, de nos outils stratégiques et de ce qui, si on va à la substantielle moelle de ce qui a permis à Premier Tech de devenir ce qu'il est devenu, au-delà de l'énergie puis de la passion de nos équipiers, évidemment, parce que c'est des gens qui mettent une entreprise en mouvement. C'est cette quête constante-là de se remettre en question et d'innover dans nos façons de faire, dans nos produits, dans nos services. C'est indissociable de qui on est. C'est vraiment hardwired dans notre DNA corporatif. Oui, je pense que Jean Bélanger de Première Tech a vraiment souligné quelque chose d'hyper important. On sait que le marché international est un marché extrêmement compétitif et on se doit, quand on veut dépasser la frontière, d'avoir une offre qui est unique et donc l'importance de l'innovation dans son produit, dans son service. Et à travers l'innovation, il y a aussi la création de valeur. Tu sais, il faut vraiment que, à mon sens, de ce que j'ai compris de toutes ces conversations-là, c'est hyper important de créer de la valeur, de répondre à un besoin pour se démarquer sur ce marché-là, comme je disais, qui est très compétitif. Puis c'est pas juste l'innovation produit, il y a aussi souligné quelque chose d'hyper important aussi à mes yeux, c'est l'innovation d'une quête constante de se remettre en question de la façon dont on fait des affaires, que ce soit dans les ressources humaines, les finances, la commercialisation, le marketing, tout ça. Le monde change rapidement et cet esprit de challenger le statu quo, de faire différent, de faire mieux, de rebrasser les cartes, se dire comment qu'on peut faire différemment, justement pour se démarquer à l'interne. Ça a toutes sortes de belles conséquences aussi à l'interne, que ce soit dans notre recrutement, dans la rétention, l'engagement, tout ça, mais aussi cette importance-là pour exporter. Pour moi, c'est vraiment, ça a été vraiment crucial. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Jean Bélanger disait exporter de la valeur importe
de la valeur au Canada. C'est tellement une belle phrase. C'est tellement vrai. Puis bon, c'est sûr que en tant qu'entreprise, c'est extraordinaire quand on voit notre impact se déployer au-delà des frontières canadiennes. C'est vraiment, autant c'est un grand défi, autant c'est pas simple, mais autant quand on arrive là à se démarquer au niveau international, c'est vraiment une marche de franchise pour une entreprise. C'est ça qui est inspirant. Puis justement, les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, ben c'est à ça qu'ils accrochent. Puis une fois accrochés, puis quand on est tous alignés vers un même mandat, ben c'est là qu'on avance puis qu'on a des beaux succès. Donc, un deuxième thème qui a été retenu, en fait, c'est ça, c'est de prendre des risques bien calculés. Vous allez voir, là, le prochain clip est court, mais très efficace. Fait qu'on écoute ça, puis on en parle. Je pense que se donner les moyens, ça veut aussi dire de bien s'entourer de tout un réseau d'organismes qui peuvent un peu multiplier là, notre connaissance du marché puis nous rediriger vers les bonnes ressources pour faire en sorte qu'on prenne peut-être un peu plus des risques qui sont calculés. Oui, ça, je pense que effectivement, on le dira jamais assez. Préparation. Je pense que, tu sais, c'est quelque chose qu'on sait théoriquement, mais des fois, on veut aller vite, on veut la croissance, on veut que notre produit, notre service passe au-delà. On sent qu'on est prêt. Pour moi, vraiment, ce mot-clé-là, la préparation, puis ça vient, elle l'a dit dans son extrait, Véronique Proulx, ça vient par bien s'entourer au niveau de nos ressources à l'interne, ça c'est certain, mais aussi à l'externe. Il y a une multitude de ressources au Québec, au Canada. Véronique Proulx vient de MEQ, EDC, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, les banques, les délégués commerciaux, les missions commerciales. Je veux dire, il y a des gens qui sont là sur le terrain. Il y a des gens que c'est ça leur job à tous les jours, de nous appuyer comme entrepreneurs à l'exportation. Ces ressources-là existent. Il faut prendre le téléphone. Il faut pas avoir peur de se mettre dans une position d'humilité et d'aller chercher les ressources. Puis, donc, de bien s'entourer, mais aussi se préparer veut aussi dire financièrement. Hein? C'est quelque chose aussi qui revient, faire de l'exportation, faire de la business, que ça soit aux États-Unis ou dans le monde. Ça coûte pas 2 sous. Si on veut bien le faire puis pas se casser la gueule en 1 an ou 2 puis après ça devoir rapatrier les troupes, ça prend un vrai financement à long terme, un vrai plan stratégique, quelque chose de vraiment très concret. Puis ça, encore une fois, il y a une multitude de ressources quand on a un vrai plan stratégique, concret, qui démontre la viabilité. Pour moi, là, vraiment, prendre des risques, oui, c'est un risque, hein, la croissance, l'exportation, mais est-ce qu'on peut le faire de façon la plus calculée possible? Effectivement. Écoute, puis il y en a tout plein de partenaires, tu l'as mentionné, puis chacun a son domaine d'expertise. Fait que c'est vraiment réellement du temps bien investi de faire ses recherches, de prendre contact justement avec ces différentes organisations-là, comme tu le mentionnes. Puis en plus, moi, j'ai remarqué au fil du temps, en parlant avec plusieurs entrepreneurs, c'est que dans plusieurs cas, tu cognes à une porte, puis comme ça, il y en a d'autres qui s'ouvrent, d'autres auxquels tu n'aurais peut-être même pas pensé. Le réseautage est extrêmement 100%, puis sincèrement, en tout cas de ma propre expérience, c'est tous des organismes qui sont extrêmement généreux de leur temps, de leurs ressources. Justement, ils font des maillages et il y a vraiment une solidarité, une coopération qui existe dans le monde des affaires et pourquoi pas en profiter. Effectivement. Donc, évidemment, on parle d'exportation. On va aussi parler de différences culturelles. Puis ça aussi, ça a été un thème qui a été abordé. Et donc, là-dessus, on écoute un prochain extrait. Ce qui est important, c'est de comprendre que la différence de culture est énorme. Premièrement, il faut absolument être dans le marché pour essayer de comprendre et de développer des relations. Et c'est dommage parce que c'est tellement loin, mais en même temps, c'est tellement unique et dynamique que je pense qu'il y a personne qui va s'ennuyer à venir dans l'Asie. Clairement qu'il y a personne qui va s'ennuyer à aller en Asie. Ça, je veux dire, impossible d'argumenter avec ça. J'ai moi-même habité 5 ans en Asie et c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu pour avoir eu un restaurant en Inde. La différence culturelle quand on fait des affaires, elle est
énorme, énorme. J'ai aussi habité au Japon avec toutes des codes complètement différents, beaucoup appris. Elle le mentionne bien, il faut vraiment semer les graines, je dirais plutôt tôt que tard, parce que ces graines-là vont prendre 1 an, 2 ans, 5 ans à germer. Il faut s'imprégner de la culture, comprendre qu'est-ce qui fait qu'au Japon, on va signer un deal, c'est sûrement pas la même chose que à Los Angeles. C'est vraiment des mondes différents et comprendre la culture, comprendre si son produit aussi a de la pertinence dans ce marché-là. Pour tout ça, ça demande une bonne préparation, d'études de marché, d'être sur le terrain, d'y aller, de s'imprégner de ces cultures-là. Puis, ben moi, en tout cas, c'est quelque chose que littéralement j'adore. Donc, je trouve ça un très beau défi. Moi, je suis toujours la personne partante pour aller ouvrir les marchés. C'est pour aller découvrir. oui, puis sincèrement, je dirais que c'est quelque chose qui alimente aussi beaucoup l'innovation. Au final, d'aller ailleurs, on voit ce qui se passe, on voit les produits, on voit la façon dont les gens font des affaires. C'est un très, très bel outil pour d'idéation, en fait, pour notre propre innovation à l'interne. Belle innovation, puis ouais, tout à fait, Pierre Decroux. Puis comme tu le mentionnes, il y a toutes plein de belles connaissances à avoir quand on pénètre un nouveau marché. Puis toutes ces belles connaissances-là, ben on peut les réappliquer après ça en prenant peut-être un marché adjacent. Fait qu'on n'a pas besoin de tout recommencer. On fait juste adapter, pivoter un petit peu, puis voilà que tout d'un coup, on a des belles chances dans un autre marché. Puis tranquillement, comme ça, ben on grandit. Donc, écoute, on continue avec ce même thème-là, justement, Marie-Josée, des différences culturelles. Et puis, on écoute le prochain extrait avec un de mes collègues, en fait, Zishan Fassal de DC. Donc, on est capable d'aller chercher de l'information et de fournir cette information-là aux entrepreneurs pour connaître davantage sur les marchés internationaux. Donc, une fois que le marché est ciblé, il y a des représentations à travers le monde. Donc, ces représentants sont là pour supporter les entreprises canadiennes à mieux connaître les joueurs clés dans le marché. Ils sont là pour aider à démystifier les quotas, les tarifs, les réglementations, des fois, c'est quoi les limitations, c'est quoi les opportunités. Donc, c'est vraiment connaître davantage les opportunités dans le marché à ce moment-là. Et par après, c'est sûr qu'on travaille beaucoup au niveau des besoins financiers aussi des entreprises qui ont besoin d'avoir accès aux fonds de roulement, qui ont besoin de faire des acquisitions à l'étranger. Donc, on a ce volet-là aussi qu'on travaille. Donc, EDC, vraiment, si on regarde la croissance d'une entreprise à l'international, nous, on est capable d'intervenir à chaque étape, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau non financier. Mais le but, c'est pour aider les entreprises à mieux connaître les marchés puis à s'assurer qu'on prend des risques, mais c'est des risques éduqués. Puis, quand c'est à l'international, c'est sûr, mais Josée, on a eu des cas où tu vends dans une entreprise étrangère que tu connais pas du tout. Ben oui, dans cet extrait-là de Zishan, je pense qu'il met vraiment carte sur table sur la plus-value de EDC, puis de savoir qu'ils ont des représentants un peu partout dans le monde où vraiment, on peut s'appuyer sur leurs relations, leurs connaissances. Puis, à mon sens, c'est extrêmement important dans notre entreprise qu'au niveau de la gouvernance, ça soit clair qu'il y a un réel focus à l'exportation. Puis pour ça, il faut se donner les moyens. Puis pour moi, un des moyens, c'est d'avoir une personne dédiée à l'exportation à l'interne. Donc, vraiment, d'avoir quelqu'un qui travaille à toutes les semaines vers l'exportation, qui a ce leadership-là, qui s'appuie des différentes ressources à l'externe, comme les représentants de DC un peu partout dans le monde, les délégués commerciaux, tout ça. Mais pour moi, ça prend quand même une force à l'interne. On peut pas s'attendre à avoir du succès à l'exportation si on ne met pas ce genre de focus à l'interne, à mon avis. Effectivement, non, je suis d'accord avec ça. Puis, on en parlait dans l'extrait d'avant, bon, d'avoir ces connaissances-là, d'être soi-même dans le marché, c'est sûr que ça a tout plein d'avantages, mais quand c'est pas toujours possible d'être physiquement présent dans ces marchés-là, comme tu le dis, écoute, on peut s'appuyer sur toutes ces organisations-là qui ont les connaissances de marché. Ouais, c'est certain, mais en fait, mon point, c'est que ça prend un focus à l'interne. Est-ce que si on veut exporter,
mettons les ressources derrière. Puis je ne peux pas m'imaginer qu'on peut avoir du succès dans un nouveau marché sans jamais avoir mis les pieds dans ce marché-là. C'est pour ça que, à mon sens, ça prend vraiment quelqu'un qui a le leadership, qui fait valoir à l'intérieur de son entreprise l'importance de l'exportation, parce que parfois on l'oublie, il y a 10 milliards de priorités, puis il y a plein de choses à faire, puis plein d'enjeux au quotidien. Donc, ça prend ce porte-étendard-là à l'interne qui fait valoir, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est souvent un parcours de longue haleine. Fait que vu qu'il n'y a pas de retour sur investissement en 1 mois ou 2, ben là, à l'interne, peut-être que bon, on défocus parce que bon, il n'y a pas de retour. Donc, pour moi, là, d'avoir vraiment quelqu'un dédié qui non seulement fait valoir à l'interne, mais qui va sur le terrain, puis qui va rencontrer non seulement les acheteurs, etc., mais aussi les représentants d'affaires, qui va vraiment s'entourer et réseauter avec toutes les belles ressources qui existent au Canada, à l'étranger. Excellent point. Merci d'avoir précisé. Effectivement. Donc, toujours dans le terme de relation, on va écouter un autre collègue à moi, Alexandre Faria d'EDC, qui nous parle justement du fait qu'il est important de demander conseil puis de s'entourer des bonnes personnes. À vrai dire, c'est pas de penser que de tout connaître. L'humilité. L'humilité, poser des questions, se faire aider, faire confiance aux autres. Ça, je le crois, pas juste dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est dans la vie en général. Je pense qu'à 2, t'es plus fort qu'à 1. 2 têtes vaut mieux qu'une. Puis ça, je le crois dans tous les aspects de la vie. Puis en entreprise, encore plus. Tu peux avoir les meilleures idées, la drive et tout ça, mais à un moment donné, tu viens saturé en termes de tout ce que tu peux faire parce qu'il y a tant d'heures dans une semaine. Alors, vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est trouve ton point d'ancrage, le pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce que tu as à offrir, pourquoi tu penses que les gens vont acheter ton produit ou ton service. Puis à partir de là, ben, tu t'entoures avec les meilleures personnes possibles. Tu fais confiance aux gens qui t'entourent. Ben, il faut bien choisir les bonnes personnes. C'est intéressant. Je pense qu'on a touché à certains aspects là, avec l'extrait de Zishan, mais l'importance de clarifier sa raison d'être, la raison d'être de notre entreprise. Et à mon sens, il n'y a pas de meilleur call que la raison d'être. Les gens veulent se rattacher, les employés veulent se rattacher à une mission. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant aussi, même pas juste les employés, les consommateurs, les partenaires d'affaires. J'ai l'impression que l'engagement est beaucoup plus fort et l'aide est sûrement plus grande quand on démontre qu'on a une raison d'être pour le bien de tous, pour le bien, l'utilité sociale. Fait que de la clarifier, cette mission-là, cette raison d'être-là, puis après ça, aller chercher les acteurs qui nous permettent de l'amplifier. Excellent, absolument. Un autre excellent conseil à noter pour l'audience. Donc, un autre thème, évidemment, qui a été abordé, c'en est un important, puis c'est le thème de ESG ou d'environnement, sociaux et gouvernance. Ici, on en parle avec des gens d'Airbus dans le prochain extrait. Airbus a identifié 3 axes. Protéger la planète, respecter les gens et permettre la prospérité. Donc, on va retrouver à peu près toutes nos ambitions sous ces 3 piliers-là. Donc, l'environnement, on en a parlé, on a des objectifs concrets là que Airbus a mis en place. Respecter les gens, donc ça peut aller avec nos employés, avec nos parties preneurs, nos fournisseurs, nos clients, toutes les parties prenantes. Ben oui, je pense que ce que Kaina dit dans son clip, hein, ce sont les 3 P, personne, planète, prospérité, qui sont de plus en plus connus. En 2023, toutes les entreprises de grande à moyenne à, selon moi, petite, devraient adopter des pratiques sociales, environnementales, si on veut la viabilité de notre entreprise. On voit les grandes entreprises font énormément d'efforts. Ensuite, bon, c'est facile de dire qu'on veut protéger la planète, respecter les gens, permettre la prospérité. Je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait argumenter sur ces 3 axes-là. Après, c'est dans le détail de qu'est-ce qu'on fait réellement, comment on crée de la valeur au niveau social, environnemental, au niveau de nos employés, de la gouvernance, des parties prenantes.
the devil's is in the details, comme on dit, parce qu'il y a évidemment beaucoup de greenwashing que je vois se passer dans le monde des affaires. Donc, mais quand même, dans notre vision stratégique, il faut absolument avoir ces piliers-là et que ça ne fasse pas partie du truc d'à côté, là. Tu sais, du département d'à côté, là, fatigant, qui arrive avec ses initiatives. Il faut vraiment que ça fasse partie intégrante de notre planification stratégique parce que, au final, je veux dire, c'est bien beau, là, de mettre de l'argent en banque, la prospérité, l'exportation et tout ça, mais les besoins de base de l'humain ont jamais changé depuis que le monde existe. Hein? Avoir de l'eau fraîche, manger des aliments sains, avoir un toit, tout ça. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat a le devoir et le pouvoir de s'investir au niveau social et environnemental. C'est une énorme opportunité pour nous d'être des acteurs de changement. Écoute, que c'est bien dit. J'ai rien à rajouter. C'est super. Et donc, sur ça, on va parler d'un dernier extrait qu'on a retenu de la saison. Puis c'est un extrait de Myriam Jean-Baptiste de LS Liqueur qui nous parle justement de son expérience à l'exportation qui est peut-être un petit peu différente de ce qu'on aurait tendance à avoir. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle exporte avant même de faire affaire dans le marché canadien. Donc, sur ça, on écoute l'extrait. Non, pas du tout. Donc, c'est ça, l'alcool, c'est très légiféré, spécifiquement au Québec, on le sait. La SAQ a le monopole. Pour entrer à la SAQ, c'est vraiment un processus qui est quand même assez compliqué, c'est des appels d'offres et tout ça. Donc, en premier, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. On est allé dans une compétition qui s'appelle la WSWA à Las Vegas. On a décidé de soumettre le produit-là avant même qu'elle soit vendue en magasin. On voulait juste avoir un petit peu, voir comment l'industrie allait recevoir le produit. Donc, une fois que notre produit final a été fait, ben on s'est dit, OK, ben pourquoi pas essayer de rentrer dans la compétition. On l'a fait vraiment comme ça, sans aucune attente. Et le lendemain, on s'est réveillé avec une tonne d'appels sur nos téléphones. On avait remporté la médaille. Vraiment intéressant ce que Myriam souligne là, hein, un peu comme l'a vécu Félix Leclerc. Des fois, nul n'est prophète en son pays. Je pense que ce qu'elle souligne, c'est que si on voit qu'il y a trop de barrières dans notre propre marché, hein, des fois qu'il y a trop de défis, notre produit convient pas, il y a un système qui nous donne des barrières. Je pense que la fougue de l'entrepreneur, c'est d'aller chercher peut-être ailleurs pour des gens qui sont preneurs de ces produits ou ces services, au moins d'essayer. Hein, il faut pas arrêter, il faut pas lâcher, il faut être tellement persévérant et convaincu. Puis des fois, ben effectivement, une graine qu'on aura semée ailleurs va germer mieux ailleurs. Le sol est peut-être plus fertile de l'autre bord de la frontière que dans son propre pays pour X, Y, Z raison. Je pense que s'il y a quelque chose que j'ai compris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est il faut être prêt à faire des compromis. Donc, des fois, on a un plan de match et le plan de match est fait pour être modifié en cours de plan parce que, je veux dire, entre ce que tu mets sur papier, ta vision et la réalité, souvent, ben, il y a un gap et il faut être vraiment collé au réel, collé à ses consommateurs, collé, tu sais, parce qu'au final, je veux dire, c'est eux, là, qui sont nos vrais boss au final. Donc, d'aller voir ailleurs, je trouve que ça a été vraiment un beau réflexe, là, de Myriam et de son mari, de voir, bon, ben, peut-être qu'ici, ça fonctionne pas à cause des réglementations. Mais peut-être que, bon, à l'autre bord de la frontière, en Californie, dans le sud des États-Unis, peut-être que j'aurai un marché. Puis elle a eu le feedback rapide des consommateurs, des acheteurs là-bas, ce qui fait que ça l'a encouragé à persévérer. C'est vraiment une belle histoire de résilience et de persévérance et de compromis. Effectivement, le compromis. Puis tout ça, c'est dit, écoute, on pourrait voir des barrières, comme tu l'as dit, comme des échecs, mais au final, il y a tout plein de beaux apprentissages qui viennent avec ça, des échecs, puis ça nous amène des belles opportunités aussi. Il y en aura toujours des échecs. Je veux dire, le parcours de l'entrepreneur, c'est une montagne russe. Pour une bonne nouvelle, t'en as deux qui te font pas dormir pendant 3 jours. Il faut vraiment avoir les reins solides. C'est un feu roulant de défis, de succès, de célébration, de peur, de tristesse, de remise en question. C'est ça qui fait que c'est hyper excitant.
mais c'est ça qui fait qui nous épuise à la fois. C'est pour ça de se connecter toujours à sa raison d'être, à sa mission, nous permet dans les moments peut-être moins faciles de passer à travers, puis même chose, de bien s'entourer nous permet aussi de passer à travers les moments difficiles parce qu'il va en avoir des moments difficiles. Je veux dire, inflation, pandémie, perte d'employés, je pourrais faire une liste. Puis tout le monde qui nous écoute, qui sont entrepreneurs, je veux dire, le vivre au quotidien, du moment que tu dis « Hey, là, on peut-tu comme... » On se réjouit, 2 secondes après, un instant, les marchés viennent de crasher. Tu sais, c'est pas de tout repos, mais d'être bien entouré à l'interne, à l'externe, de partenaires qui font de tout ça un parcours qui fait du sens pour nous parce qu'au final, je veux dire, en tout cas, moi, sur mon lit de mort, je veux prendre ma dernière respiration en me disant les relations que j'ai créées, au-delà de tout, là, les relations qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri à travers ce parcours-là, c'est ça qui va me rester, je pense, sur mon lit de mort. Écoute, Marie-Josée, merci. Je profite de cette occasion aussi ensuite de dire merci pour la belle saison. Je suis certaine que nos auditeurs ont pris note, comme je disais tantôt, de tout plein d'astuces et de conseils qui ont été partagés de la part de nos invités, mais aussi de par toi. Écoute, ton expérience, ton aventure comme entrepreneur, t'en as appris beaucoup. Tu as été ultra généreuse de nous partager justement plusieurs de ces moments-là avec nous au cours de la saison. Donc, pour vrai, un gros merci d'avoir été avec nous pour cette belle saison qu'on a eue ensemble. Merci de m'avoir fait confiance. Je pense que je continue à apprendre à tous les jours et cette opportunité-là m'a permis encore plus de me nourrir de conseils et de relations qui m'inspirent et qui me donne le petit oomph pour continuer. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'impact de l'exportation balado. Si vous aviez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, nous serions vraiment ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Ça a été un plaisir et à la prochaine fois.